Bonjour, bienvenue dans l'Happy Hour de la rue du Sel. C'est un grand plaisir vraiment de vous retrouver ce mois-ci et un grand plaisir de retrouver nos invités des mois précédents. Bonjour à tous, j'ai envie de dire, on est très nombreux. Bonjour. C'est vraiment cool de vous retrouver tous. Rosine et Thomas Blanc, Anne-Clémence Rouffet, Denisa, Isabelle, Denis. Donc bienvenue à la maison presque, j'ai envie de dire. Là, vous commencez à connaître les lieux par cœur. Et c'est l'exercice qu'on aime bien faire avec l'Happy Hour, c'est qu'on regroupe nos invités des mois précédents et on dialogue ensemble de choses que vous avez a priori en commun. En tout cas, ça a été notre sentiment à nous. Et on va voir comment ça régit chez vous. En vrai, vous nous avez un petit peu simplifié l'équation, puisqu'on a eu l'impression que vous aviez un truc en commun, c'était la musique. C'est qu'une impression. Donc ça a été assez facile. Il y avait cette notion de message qu'on porte, envie d'être entendu. Donc un peu, là aussi, ça connecte forcément avec votre rôle à la fois d'artiste, à la fois ambassadeur Sel, à la fois effectivement, donc ça connectait avec vos activités respectives. Et enfin, et ça c'est la première fois que ça arrive en 3 saisons de la rue du Sel, le Sel. C'est un organisme auquel vous vous connectez et c'est la première fois que ça arrive que dans la rue du Sel, tous les invités effectivement se connectent particulièrement au Sel. Donc on va en parler avec l'idée de savoir un peu vous, votre regard sur le Sel et pourquoi est-ce que pour vous ça fait sens de vous y connecter. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Vous serez simplement coupé au montage. Non mais c'est vraiment intéressant en fait de comprendre votre point de vue de l'intérieur et ça sera l'une de nos thématiques. Ça va, prêt à embarquer pour le voyage? On est tout bon? Jean-Phi, tout va bien? Tout va bien. Ok, très bien. Allez, pour démarrer, du coup, je vous propose qu'on attaque d'emblée dans le vif du sujet avec la musique. Et forcément, vous représentez 3 univers musicaux différents. On a parlé longuement de Charisma, Thomas Blanc, ton dernier album, 8 chansons. Anne-Clémence, on a parlé énormément de musique ensemble. Denisa, il y avait une encyclopédie de musique qu'on a pu développer et dialoguer ensemble. Et forcément, ma première question, peut-être toute bête, mais je pense qu'ils vont intéresser tous ceux qui s'intéressent à ce regard croisé qu'on va pouvoir avoir, votre processus créatif. Comment est-ce que vous créez la musique? Et je me demande, en fait, j'étais vraiment très curieux, je me suis demandé, mais est-ce qu'ils font pareil tous ou pas? Et du coup, voilà, première patate chaude que je vous lance un petit peu au milieu de ce moment de dialogue. Comment est-ce que vous créez la musique? Et n'hésitez pas à être surpris, si c'est le cas, des façons de faire des autres. Est-ce qu'on commence par la sagesse? Est-ce qu'on commence toujours par l'expérience? C'est nous. Denisa, ouais, c'est vous. C'est nous la sagesse. Alors, nous, on est un couple dans la vie et sur la scène, mais on est quand même 2 Nisa, c'est pas un Nisa, c'est 2 Nisa. Donc, on est très différents l'un de l'autre. On ne crée jamais les chants ensemble. Chacun crée ses chants. Il n'y a pas une chanson sur vos 14 albums que vous avez fait ensemble? Je vais vous faire un aveu, il y a même des chansons qu'on a faites il y a très longtemps, on ne sait plus qui l'a faites. C'est cadeau, je ne me souviens plus qui l'a composé, la chanson de mariage qui est sortie en 89. Donc on est chacun très particulier dans sa composition, chacun fait les paroles et la musique. Ouais. Et alors du coup, si au-delà effectivement, on l'a dit dans nos émissions, vos chansons se reconnaissent en fonction de qui l'a composé chez vous, mais est-ce que vous avez un processus créatif qui est différent lui aussi? Là, on parle donc la manière de créer la chanson. Moi, par exemple, en tout cas, déjà, j'ai un thème. Je vais oser dire que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai beaucoup de mal à prendre un thème à lambda qu'on me donne et vas-y, compose. Il faut que ça passe par moi, déjà, qu'il y ait un ressenti déjà par rapport à un thème, par rapport à une situation, par rapport au vécu de quelqu'un ou le mien. Donc, il ne faut déjà pas que ça passe par moi. Et après, j'ai besoin soit d'un piano pour les accords, soit de ma guitare. Et en général, je me lance en les paroles, le texte et la ligne mélodique se créent en même temps. Voilà. J'avance à fur et à mesure. Après, j'ai peut-être 1 ou 2 mots phares où je sais que je veux que ce mot soit là. Et voilà, j'ai la ligne mélodique, comme dit, et texte qui s'avance.
Et ensuite, je vais travailler dessus comme une rédaction, je dirais. Hein. Je cherche mes synonymes, je cherche, j'avance. Les rimes. Les rimes, ouais. Après, je bosse dessus. Et puis après, de temps en temps, je me dis, bon là, je me retire et je me remets à chantonner en me disant, non, là, c'est un peu fade. Après, je l'emmène vers Denis, je dis, t'as l'impression que c'est un truc qu'on a déjà entendu ou c'est nouveau? Voilà, et puis je reviens pour m'assurer. Enfin, voilà, en général, c'est un peu comme ça que ça se passe. Trop bien. Et c'est intéressant de savoir que si un thème ne t'a pas touché personnellement, a priori, tu vas pas le traiter. Si j'ai bien compris ce que tu as dit. Oui, je vais avoir du mal. Oui, ou alors il faut que je le prenne et que il faut que je m'y plonge, il faut que j'y pense jusqu'à ce que ça me parle à moi. Et après, seulement je peux. Enfin voilà, moi c'est comme ça. Il faut créer avec ses tripes, pas avec son intelligence seulement. Hein. Et en ce qui me concerne, je force pas. C'est-à-dire, je peux avoir une idée parce que j'ai lu un texte biblique qui m'a parlé, ou parce que j'ai vu dans mes balades quotidiennes un truc de la nature que j'ai envie de mettre en musique et parce qu'il y a une leçon à tirer. Et je peux bloquer. J'arrive, je fais couplet, refrain, etc. Je peux bloquer et revenir. Il faut revenir à ce moment-là, dans quelques jours plus tard, et là, ça se débloque. Tout d'un coup, on se demande pourquoi. Okay. C'est très riche. Ouais. Et est-ce que quand on a tellement... Enfin, je sais pas, depuis 40 ans que vous faites de la musique. Ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un truc où des fois vous ressortez des chansons mais qui ont 30 ans, mais que vous n'aviez pas exploité, et d'un seul coup vous dites ça c'est bien, et puis vous reformulez le truc et ça fait une chanson mais 30 ans plus tard, ça vous est déjà arrivé ça? Il y a des chansons qui vieillissent mieux que d'autres, en tout cas. En tout cas. Et là, par exemple, demain, on fait un concert avec des musiciens où on reprend certaines musiques des années 90, mais on les revisite, on les dépoussière. Ça fait du bien. Trop bien. Ouais. Anne-Clémence, on continue un peu la composition. Comment tu fais, toi? Je pense que j'ai plusieurs types de processus créatifs. Ouais. Pour Soupir, une des chansons que j'ai écrites, en fait, j'ai un bouquin de poèmes, de dessins, là où j'écris tout ce qu'il y a dans ma tête. Je dessine, bref. Et en fait, j'ai écrit un poème. Et je me suis dit, c'est sympa ça. Mais d'habitude, parce que c'était assez personnel, et je me suis dit, je vais quand même pas y aller direct, quoi. Et en fait, je l'ai transformé en chanson peut-être 1 an après l'avoir écrit. Donc ça c'était ça, mais pour ce cas-là, sinon des fois j'ai un groove que je veux faire, donc j'ai un groove au violoncelle, je vais le faire comme ça, après hop je suis là, ok, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Quand j'étais plus jeune, je chantais la Bible directement en anglais. Donc en fait je prenais un passage comme ça et puis je chantais mais sans réfléchir à la mélodie, sans rien du tout. Brou, brou. Il n'y avait aucune forme, franchement mes premières chansons c'est assez drôle à écouter. Une généalogie je pense. Oui voilà, surtout sur le côté engendre, parce que c'est assez fun quand même d'engendrer. Et du coup voilà quoi, non c'était ça. Et puis j'ai d'autres processus parce que j'ai fait de la co-composition aussi. Là pour NV Worship, on a sorti aussi un album pour les enfants avec NV Junior aussi de l'Église Nouvelle Vie. Et donc là pareil, on entre dans un processus d'écriture de co-composition. Donc on est 3. Et on a un thème où il y a quelqu'un qui rapporte une mélodie, il y a quelqu'un qui rapporte quelque chose et puis on va faire des apports en fonction de l'inspiration ou de ça. Donc ça dépend du contexte en fait, okay. Je dirais. Ça marche, très bien. Puis Thomas, comment est-ce que Thomas il compose? Ça marche. Rosine. Rosine, comment Thomas compose? Alors, il y a plusieurs, de la même, je me retrouve dans tout ce que vous avez dit à peu près, il y a plusieurs choses. J'ai des phases de composition. C'est-à-dire que souvent, il y a des compos qui arrivent dans l'année, mais quand même peu. Il y a des idées qui arrivent dans l'année, et ça, je les stocke. Donc j'enregistre mes idées dans mon téléphone Samsung. Non, ça me saoule. Exactement ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le débat d'avant. Je remplis mon téléphone d'idées, soit au piano, soit à la guitare, soit à des mélodies, soit dans ma voiture, en tapant sur mon volant. Enfin voilà, vous devez vous reconnaître.
Et dans ce cas-là, il y a des moments où je me dis, ok, il faut que je les travaille. Donc là, je réécoute tout, tac, 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 tac. Je choisis un ou deux morceaux, une ou deux mélodies, et puis après, je vais aller rechercher mes lectures bibliques, ce qui m'a touché, un thème que je veux aborder, etc. Après, il y a eu une autre phase aussi, c'est à l'époque de Charisma. Là, j'avais quand même un style imposé, c'est-à-dire que j'étais en mode soul funk et c'est beaucoup plus, j'ai trouvé ça beaucoup plus exigeant, parce que beaucoup plus rythmique, beaucoup plus et puis style imposé. Donc il fallait avoir quand même une base rythmique, basse batterie ou un truc quand même un peu déjà qui avait quand même débuté avant. Il m'est arrivé de composer pour une comédie musicale. Dans ce cas-là, c'était un thème imposé avec, ou bien pour le sel, c'était un thème imposé. Voilà. Et dans ce cas-là, je travaille sur mon thème. Et t'aimes bien avoir parce que des fois on dit des contraintes, ça vient booster la créativité, et des fois ça vient juste contrainte. Donc toi tu vois ça comment? Là, si on parle du projet pour le sel, c'était vraiment sur l'eau. Donc alors là, je suis allé rechercher, les statistiques sur l'eau, étudier le manque d'eau dans les pays, les différentes formes d'eau, un geyser, un machin, parce qu'il me fallait des images à placer, etc. Donc ça c'était super intéressant, je trouvais ça super intéressant. Quand c'est pour de la louange, c'est complètement différent, parce que là, j'ai soit un texte biblique, soit un endroit où je veux aller. Et j'essaie de l'atteindre, et puis d'amener une mélodie qui va avec, quelque chose qui soit chantable par l'assemblée, qui va être utile pour l'église. Donc c'est différents axes. Ouais, complètement. Et du coup, peut-être dernière question sur ce point-là, c'est et une question qui je trouve très pertinente vu les différents stades aussi qu'on a aujourd'hui de représenter dans une carrière artistique. Comment se renouveler, comment pas tomber dans les mêmes schémas, comment ne pas être... Bien sûr, on s'inspire des choses qui nous touchent, mais comment ne pas être dans du copier-coller. Et je dis ça aussi en vous regardant tout particulièrement, sur le long terme, ça. Pas juste sur un album, mais sur 14 albums. Comment ça réagit chez vous là quand je vous lance cette patate chaude là du frais, du vous-même dans la création? Ah, moi je vais réagir tout de suite parce que j'ai été confronté à ça. Après, pendant la période du Covid, je devais sortir un album, on devait enregistrer en live et puis ça s'est pas fait. Et puis j'avais ces compos. Et j'ai commencé à travailler avec Cédric Dumoulin, qui est un arrangeur qui est à Lyon, québécois, qui est à Lyon. Et puis on était 3 dans le studio, et puis et quand je lui ai joué, il me dit ok, c'est super et tous les compos sont super. Et il me dit par contre ça c'est de l'ancien Thomas Blanc. Je dis c'est-à-dire, il me dit ça sonne pareil qu'avant quoi, il faut qu'on retravaille ça. Et donc là il a commencé à retravailler les arrangements, mais il m'a demandé d'éprouver mes chants, d'éprouver les accords, d'aller changer les accords, changer les enchaînements. C'était un nouveau travail que j'avais jamais fait. Et je suis rentré à la maison. Ma femme m'a dit mais oui c'est ça, c'est vrai, il faut faire ça. Tellement frais. Dans sa franchise. Il est bien ce monsieur de Dumoulin. C'est ça. Non mais c'était super et on a fait ça et ça a rafraîchi les mêmes titres qui parfois avaient quelques années et qui avaient besoin de se rafraîchir. Ah trop bien, ok. Mais le rafraîchissement vient de l'extérieur, justement. Hein. C'est les gens qui nous remettent en question, qui nous boostent, qui nous stimulent pour le changement. Hein. Ça reste totalement vrai, ça, même aujourd'hui pour vous? Je dirais toutes nos compositions... Pardon, tu voulais dire? C'est nécessaire, parce que sinon on resserre tout le temps la même chose. Donc il n'y a pas de relief dans les mots. Les mots ont besoin de relief. Okay. Nous, en fait, jamais on ne sort un titre sans l'avoir fait passer par des conseillers. On a toujours 4, 5, 6 personnes en qui on croit, qui ont aussi bien finalement théologiquement, parce que beaucoup, on veut souvent amener les personnes à découvrir Dieu, ou à vivre leur foi, donc théologiquement, mais aussi artistiquement. Les membres de notre conseil sont très précieux pour nous, là, hein. Ce sont soit des artistes, soit des gens dans la com, soit pasteurs, etc. Et jamais sans avoir fait passer par le filtre de conseiller, quoi. Il y a un trac, et de critique. Quand vous avez une fébrilité, là, vous dites, allez, mon petit bébé, je vais aller le présenter, là, même si c'est devant un conseil bienveillant. Un track, tu veux dire une piste en anglais? Non. En plus, j'allais répondre sérieusement. Oui, cette fébrilité qu'on a
quand vous avez mis de vous Oui, dans parce votre que composition. aussi, quand on crée quelque chose, on peut être fier de ce qu'on a trouvé et dire ouais, c'est génial, et après les autres te cassent un peu. Bah oui. Donc ça peut arriver qu'il y ait ce trac par rapport à ça, de se remettre en question, de changer différentes choses. Des fois, on ne nous demande que de le ralentir ou de l'accélérer. Et là, tu dis, c'est juste ça. Oui, parce que ça fait vraiment partie de nous ce qui sort, Ouais. en fait, dans nos compos, n'est-ce pas? Ah, Je sais oui. pas, vous allez Ah nous oui, dire. vraiment. Donc, on se sent vite déprécié ou remis en question nous-mêmes. Flamme peut-être aussi sur le dernier Ouais, truc ça qu'on vient de aussi, faire. Quand tu viens de créer quelque chose, si tu le présentes directement après l'avoir créé, c'est clair que là, tu t'exposes effectivement à un gros drop d'énergie. Ah, ouais. Mais tu parlais de la concomposition, moi j'ai trouvé ça dur. Oui, Ouais, j'ai trouvé ça moi, c'est- challengeant. ouais. Fallait retenir. Et ça dépend avec dur. qui. Pour moi, c'est que j'ai trouvé, après, j'ai remarqué que ça marche avec certains, ça marche pas avec d'autres. Et une fois que tu as trouvé les personnes avec qui ça marche, tu restes avec les personnes avec qui ça marche. Ouais, Parce que la réalité, c'est que y en a avec qui vous avez juste pas le même filtre, ça fonctionne pas. C'est comme si ça marche pas, quoi. Alors quand t'as pas le choix, tu fais en sorte que ça fonctionne. Mais c'est comme si tu vas toujours être frustré, quoi. Parce que tu dis, mais ton idée me correspond pas, moi je te propose un truc. Voilà. Et puis après, quand tu trouves la bonne personne qui a le même truc, là par contre, ça c'est chouette, quoi. Parce que du coup, c'est fluide, quoi. Ça marche et puis. Ouais. En tout cas, c'est l'expérience que. Et ton conjoint, c'est pas toujours la bonne personne pour ça. C'est pour ça que chacun compose de son côté. Mais on est tellement complémentaires et différents Ouais. dans notre sensibilité. Voilà. Isa, tu as dit un truc qui m'interpelle et je me dis, ça doit être tellement dur. Est-ce que ça vous est arrivé de composer quelque chose, même d'en être assez fier, et justement de le présenter à l'autre ou à quelqu'un qui dise ah non mais ça c'est ou qui chantonne une autre chanson dessus et tu te dis Ah, ça, ouais c'est ça. mince. Ouais. C'est Oui. pour ça que ça marchait tellement quoi. Oui, Ouais, ça Oui. peut arriver. Hein. La déception est. J'étais en train de travailler sur un titre, et puis mon fils passe, mon grand, il passe derrière, et il me dit ah mais c'est Maverick City ou... Je dis mais non, c'est et il me dit mais si, c'était le morceau. Je dis mais non, regarde, et je mets le morceau et en fait j'avais la même mélodie. Ah ouais. Et c'est pas que j'avais trouvé une super idée, c'est que je l'avais écouté quelques semaines avant et que je m'étais dit ouais, j'ai trouvé une super idée. Tu sais que ça arrive aux grands de ce monde aussi. sûr. Hein. Bah oui. On crée jamais à partir de rien, on est d'accord? On crée toujours parce qu'on est inspiré ou marqué par d'autres choses dont on est conscient ou pas. Et donc on crée pas à partir de rien. Donc ça c'est normal que ça puisse arriver. C'est juste que ça nous a touché à un moment et du coup ça ressort. Et il y a une perle que vous avez créée, la chanson où tout le monde vous dit ça c'est la plus belle chanson que tu aies jamais créée, peut-être qu'elle est peut-être déjà ancienne. Est-ce que vous avez une perle sur l'étagère comme ça? Et où peut-être le processus créatif était peut-être même spécifique non, ça vous fait pas ça? Il y a des chansons marquantes, je pense. Moi, j'en ai pas sorti assez pour qu'on me dise qu'il y a des perles. Mais je sais que dans celles que j'ai sorties, il y en a une qui ressort beaucoup là, récemment. Et en fait, je comprends pourquoi. Parce que justement, dans le processus, il y avait vraiment ce côté... l'autre co-compositeur est arrivé avec un instrumental comme ça, et moi je priais. Ça faisait plusieurs temps que j'étais travaillé sur un sujet, et puis en fait c'est juste que c'était tellement parfait pour ce sujet-là. C'était Mathieu, et puis si tu prends soin des petits oiseaux, alors tu prendras soin de moi. Et donc en fait on a écrit ça ensemble, et je sais que j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens-là. Et je dis merci Seigneur, parce que vraiment il fait les choses bien. Je pense que quand il inspire, parce que moi je sentais, mais je savais pas si les autres sentaient la même chose que moi, parce que des fois tu peux sentir quelque chose, que c'est une inspiration, mais tu sais pas, disons qu'il faut attendre que ce soit éprouvé, quoi. Isa, t'en as une qui te vient en tête? Oui, alors je ne sais pas si c'est la mélodie, la musique, mais c'est peut-être plutôt la thématique. Donc je reçois vraiment beaucoup de retours. C'est sur le chant « Tu es bien ». Tu es bien, tu es quelqu'un de bien. Je le sais, c'est sûr, il a voulu de toi. C'est peut-être aussi parce que c'est quelque chose de... On a besoin qu'on nous rappelle notre valeur.
à un certain moment de la vie, ou bien régulièrement, ou ça dépend des personnes. Mais pour celui-ci, oui, il revient très souvent. Parfois, il y a quand même l'alchimie musique-parole. Enfin, moi, en tant qu'auditeur, des fois, je me dis, oh, mais ça va. Enfin, c'est tellement. Ça vient imprégner quelque chose, quoi, le tout, quoi. Ta place aussi, hein. Ta place, c'est un chant de notre premier album en 89, mais qui a un peu le même thème que Tu es bien, hein, parce que c'est un thème qui touche les gens, ça. C'est parce que 89, c'est une très belle année. Ah oui. Ah, mais voilà. Du coup, c'est ton âge maintenant, Voilà. c'est ça. Trop bien. On n'en doute pas. Jean-Philippe, on va dire que toutes les réactions que tu as eues, c'était tes réactions à chaud. Hein. On va dire que tu as grillé cette carte-là. Je prendrai la parole quand je veux. C'est ça, exactement. Et du coup, juste après ça, on attaque la deuxième séquence de cette émission Happy Hour, la rue du sel. Voilà, deuxième séquence de l'Happy Hour, la rue du sel, avec nos invités qu'on a pu réunir, invités des mois précédents. Et c'est très chouette d'avoir votre regard croisé, avec en plus plein de choses que vous avez en commun. Ça a été facile de mettre sur la table des thèmes que vous avez en commun pour obtenir votre regard croisé sur ces questions-là. On sent bien que, par exemple, on parlait de musique tout à l'heure. La musique, c'est un peu votre vie, d'une certaine manière, donc on aurait pu parler des heures là-dessus et creuser. Malheureusement, le temps nous est compté. Deuxième sujet qui rejoint la musique, mais cette fois-ci plus sur le message, sur ce que vous portez, sur ce que vous... Et j'avais presque envie de vous lancer une patate chaude comme ça, brûlante. Vous avez envie de dire quoi ? J'ai presque envie de vous lâcher ça comme ça. Finalement, pourquoi vous vous bagarrez pour faire de la musique, pour dire des choses ? Qu'est-ce que vous avez tellement envie de dire ? Moi, ça serait une réponse multiple quand même. Je peux très bien, dans ma lecture biblique quotidienne, tomber sur quelque chose qui me touche, qui saute aux yeux. Et comme je vous ai dit la dernière fois qu'on s'est vu sur Judas, C'est vrai. je viens de créer un chant sur Judas, qui avait sa chance comme les autres, mais qui a renié son maître. Voilà. Ou alors, je me promène dans la nature, je vois des choses dans la nature et je les reprends avec une leçon pour nous. Et ça me touche, ça peut toucher d'autres aussi. Moi, je suis vraiment orienté depuis quelques années sur ce que j'appellerais la louange utile, c'est-à-dire des chants de louange qui sont utiles à l'Assemblée. Mon objectif, c'est de m'approcher le plus près de la parole. Et tout à l'heure, tu posais la question sur les chants qui marchent ou voilà, pour lesquels on a des retours. Et ben moi, c'est les chants qui sont le plus proches du texte. J'ai écrit un chant qui s'appelle justement Ta parole, qui est sur le psaume 119, versets 89 à 93, pas tout le psaume 119, ça aurait été un peu long, mais voilà, j'ai ces retours-là parce que, et c'est bien parce que en plus comme ça mon ego n'est pas forcément impacté, parce que c'est pas moi qui ai écrit ce psaume, mais par contre je le réadapte pour qu'on puisse le chanter. Et ça a vraiment du sens qu'on chante la Bible. Et voilà. Donc il y a plusieurs chants comme ça dans le dernier album, dans celui d'avant aussi, qui sont très proches du psaume 23, de plusieurs passages comme ça de la Bible qui sont importants pour moi. Et parfois je suis dans ma chambre en train de gratter ma guitare et puis du bureau j'entends « C'est de toi ça ?» Et là je me dis « Est-ce que c'est bien ou pas bien ?» Je sais pas et je le sais après. Peut-être. C'est vrai que souvent, j'ai déjà entendu dire qu'une bonne chanson, même dans son jus, elle est déjà bonne. Ouais. Moi, j'aime en fait. Ouais. J'aime cette étape où la naissance en fait. Oui. Oui, c'est ça. Et puis on reconnaît, si elle a du potentiel, Elle sera solide. les gens tout de suite, même s'ils sont pas musiciens, même s'il y a plein de trucs à peaufiner, ça accroche déjà, quoi. Ok. Oui, d'accord. Je crois que je fais le consensus avec cette phrase. Peut-être que tu es musicien aussi. Mais justement, hein, il sait de quoi il parle. Anne-Clémence, pour toi, cette question-là ? Qu'est-ce que je veux dire vraiment ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas si tu te poses la question, en fait, mais j'imagine que oui. Disons que le fait que tu la poses, ça me permet de mettre en mots, voilà. Je pense que je veux dire plusieurs choses. Quand j'écris de la musique, voilà, de la louange plutôt, je pense que je veux absolument faire en sorte de dire ce que Dieu veut dire, entre guillemets, et de dire la vérité. Parce que pour moi, c'est important que les gens entendent la vérité et soient bercés dans la vérité, parce que c'est la vérité qui te rendra libre. C'est pas ce que moi j'interprète de la vérité, mais c'est voilà. Donc je pense que j'ai envie vraiment de voilà
même pour contexter, quand je fais la louange, j'essaye de contextualiser et pour que les gens comprennent en fait ce qu'ils chantent, mais que quand tu comprends que c'est la vérité, alors il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment une puissance quoi, qui ne dépend pas de moi. Mais donc moi, mon rôle, ce que je veux dire, c'est ce que tu es en train de chanter, c'est vrai, et je veux faire en sorte que tu chantes quelque chose qui est vrai, quoi. Donc ça, c'est dans tout ce qui est louange. Dans tout ce qui est, je pense que c'est la même chose en fait, ce qui est vrai, mais plus de moi, du coup. Je vais chanter ce qui est vrai, quoi. Voilà, c'est ce qu'on disait, un peu le côté authentique. Je dis, voilà, t'auras pas quelque chose d'édulcoré de ma vie, tu vas voir la réalité, quoi. Voilà. Tu vas voir ce qu'il en est. Tu vas voir ce qui va sortir, ouais, c'est pas très beau, mais écoute, voilà, au moins tu pourras te sentir pas seul. Voilà. Là, avec la conversation qu'on a, c'est là qu'on se rend compte la chance qu'on a d'avoir des artistes indépendants. Indépendants au sens où les artistes qu'on voit beaucoup, ils sont dépendants de maisons de disques ou de contraintes. On leur dit « Ah non, mais fais pas tel type de chanson, faut qu'elle soit comme ci, comme ça, etc. » Et vous êtes beaucoup plus libre finalement. C'est un poids et une chance, quoi. C'est vrai. Peut-être juste moi, de me dire que je pense que notre cœur à tous les deux, c'est de rejoindre les gens, quel que soit le public, que ce soit des enfants, des adultes, et notre idée de fond, notre cœur de fond, c'est vraiment de leur faire découvrir Dieu. Ce serait ça. C'est plus encore que d'aller vers des personnes qui aiment Jésus, qui aiment Dieu. C'est d'aller vers ceux qui ne le connaissent pas. Et du coup, les rejoindre, ça passe au travers de choses où ils peuvent s'identifier, à laquelle ils peuvent s'identifier. C'est-à-dire, je parle de toi, je parle de moi, je vis certaines choses, je me dis, ils peuvent peut-être s'y retrouver au niveau bien du ressenti, mais aussi au niveau des circonstances, au niveau du vécu avec les uns avec les autres. Voilà. C'est qu'ils arrivent à se rejoindre, à s'identifier, et ensuite pouvoir d'une manière ou d'une autre aussi leur montrer Dieu. Voilà. Top. Qui est une accroche, voilà. Par rapport à la louange que toi tu évoquais, Anne-Clémence, tout à l'heure, il y a un peu cette notion de la nouveauté. D'une certaine manière, ça nous empêche un petit peu de nous effondrer dans le mécanique, dans le chant mécanique, où on n'aurait plus une certaine perception de ce qu'on est en train de chanter. Et le côté d'injecter toujours et encore des chants nouveaux, des nouveaux chants, ça permet peut-être aussi de toujours remettre le sens. Là où peut-être on pourrait chanter des hymnes de manière mécanique sans plus du tout être connecté au sens de ces hymnes. Je ne sais pas si ça vous fait ça ou... Il faut les deux, je crois. On a besoin de l'histoire avec nous. On a besoin de la force de ce qui a été vécu pendant des centaines d'années ou ce qui a été chanté pendant des centaines d'années. Et puis on a aussi besoin de chanter autre chose que des traductions, par exemple. On a besoin de chanter des chants écrits. Non, mais c'est vrai, mais c'est quelque chose que j'ai toujours dit, mais écrits par le chœur français, le chœur francophone. C'est-à-dire quelque chose qui soit avec notre culture, etc., qui parle, qui vient de nos cœurs, avec nos façons d'être, qui nous rejoignent. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a besoin aussi d'avoir des traductions de chants qui sont chantés dans le monde entier, parce que c'est ce que peut-être le Saint-Esprit fait à ce moment-là, et je crois qu'il y a vraiment à des moments des chants du peuple de Dieu en même temps, qu'il faut chanter en même temps. Donc pour moi, il y a un équilibre à avoir, pour ce qui est de la louange, bien sûr, il y a un équilibre à avoir dans tout ça. Mais moi, voilà, des hymnes anciens qu'on reprend régulièrement, c'est trop important. Parole aussi. sage, c'est beau. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a comment dire, le côté mécanique, ce serait l'extrême dans lequel on rentre aussi, même sur les nouveaux chants qu'on reprend tout le temps pour qu'ils rentrent. Hein. Donc il y a un côté où la mécanique a du bon, c'est-à-dire que ça crée des habitudes. Et c'est comme ce verset qu'on a toujours entendu et qu'un jour, il pop dans notre tête et on se dit « Ah, mais en fait, ça veut dire ça ». Donc le côté mécanique, ça a du bon, mais effectivement, je pense que c'est pour ça que nous, leaders de louange, on a vraiment pour moi, selon moi, cette tâche de faire réaliser peu importe le chant d'ailleurs, hein, mais d'aller déverrouiller un peu les mécaniques, d'aller l'huiler un peu pour dire ok, mais voilà ce que tu chantes, quoi. Donc il y a ça, et aussi dans les hymnes, il y a vraiment effectivement toute cette force, cette force de ces années où en fait tu as toute la fidélité de Dieu qui vient devant toi en fait quand tu chantes des hymnes, parce que tu sais que c'est un hymne qui a été écrit il y a des années, qui a été écrit par des personnes qui ont souffert, ou Amazing Grace, ou des choses comme ça, enfin bref,
bref. Et tu remets tout ça devant toi et tu le chantes aujourd'hui. Enfin, il y a une force incroyable là-dedans, quoi. Trop bien. Merci pour cette réponse collective, très belle réponse collective. Dernière séquence d'émission, et ça, c'est juste après ça. Voilà, on attaque notre dernière séquence dans cette émission, l'Happy Hour, qui réunit nos invités des derniers mois. Invités vraiment, on baigne dans l'artistique, hein, pour le coup, et c'est vraiment ce qui vous connecte aussi assez facilement. On sent que vos univers se rejoignent, que vous êtes assez complémentaires et d'accord sur les sujets qu'on évoque. On a beaucoup parlé de musique, et alors c'est la première fois qu'on fait ça. Le sel, c'est vraiment un truc qui vous réunit. Rosine Thomas, vous êtes ambassadeur du sel. Denisa, vous êtes ambassadeur du sel. Anne-Clémence, tu bosses régulièrement pour le sel. Et bien sur ce, je vous remercie. Tu bosses régulièrement avec le sel, pardon, ouais, du coup j'ai coupé. Oui, non, pas de souci. Bravo. Et ça ne m'étonnerait pas que peut-être plus tard tu chemines et que tu sois ambassadrice sel. Que tu te convertisses. Non, et c'est pas du tout. Cette émission, elle n'a pas pour vocation de réunir des gens qui se connectent au sel et être entre nous. Pas du tout, justement. Et là, c'était presque une exception qui confirme la règle. Mais du coup, c'était l'occasion de vous interroger sur le sel, justement. Pourquoi, et en toute authenticité, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, hein, pourquoi est-ce que pour vous, c'était intéressant, important de se connecter au sel, et pourquoi vous continuez aussi à vous connecter au sel, finalement, puisque vous allez forcément répondre le puits, mais le puits, ça fait quelques années maintenant, et on a parlé de ça ensemble dans votre émission, mais pourquoi aujourd'hui encore vous connecter au sel? On peut peut-être commencer par vous, couple Les Blancs. Pourquoi encore, toujours et aujourd'hui? Oui, déjà parce qu'à l'époque du puits, donc Dieu nous avait parlé par cette image d'un petit garçon qui nous demandait de l'eau à boire, que Rosine avait, ça c'est pour remettre le cadre, que Rosine avait eu. Et, pourquoi on continue? Parce qu'on croit qu'il y a un vrai impact. On a vu l'impact. On est allé sur place au Burkina, on a vu l'impact que cette action avait, avec un village qui avait besoin d'eau, un village qui en avait eu 2 ans auparavant. On a vu les changements incroyables de vie qu'il peut y avoir juste en faisant en sorte que chacun participe, quoi. Chacun de nous qui avons des finances, avons le moyen d'aider à la construction de forages, ou avons le moyen d'aider un enfant à suivre ses études, ou à avoir à manger à la cantine, et parfois c'est son seul repas de la journée. Donc on a vu de nos yeux tous ces projets en 5 jours, et comment ne pas continuer, hein? Et c'est vrai qu'on a vu tellement de persévérance, de détermination, de courage. Et quand quelqu'un est aussi motivé, quand les peuples sont aussi motivés que ça, c'est difficile de ne pas donner ce qu'on a reçu. Et c'est vrai qu'on a appris beaucoup de cette expérience avec le sel quand on est allé au Burkina, parce qu'eux, ils ont... il n'y a même pas besoin de demander est-ce que vous croyez que c'est possible que Dieu puisse répondre à vos prières. Ça déborde tellement d'espérance et de foi qu'on ne peut que répondre. Oui, parce que c'est vrai que vous avez rencontré des partenaires locaux du sel, donc c'est pas le sel qui débarque sur place avec son camion qui va construire le puits. Ils ne font pas rien, mais il y a besoin de ce démarrage. On a rencontré je ne me rappelle plus son nom, un gars qui, son association s'appelait Assez Fou, donc c'est Association pour la sécurisation du futur. C'est un gars qui était handicapé, il avait une jambe un peu tordue, il avait du mal à marcher. Et lui, son seul objectif, c'était de sécuriser le futur des gens qui étaient autour de lui, et des villages qui étaient autour de lui. C'est fou. Et il mettait en œuvre des tas de trucs, quoi. Et nous, on sait que l'intermédiaire entre lui et nous, là, c'était personne, puisqu'on était en face de lui. Et pour les donateurs, c'est le sel, et puis ça arrive directement là, et il agit dans les villages qui sont autour de lui. C'est super beau. Ouais, et ça c'est, je trouve, quand même une belle plus-value. Vous l'avez vu de vos yeux, c'est ce côté de le sel, c'est un organisme de confiance, mais qui va reverser les fonds à des acteurs locaux qui sont connectés terrain, qui savent de quoi ils parlent, et c'est pas les Européens qui débarquent et qui expliquent la vie aux gens, quoi. Ouais, et puis il y a de la formation, il y a tout ça. Enfin, c'est tout ce qu'on a vu en 5 jours était fou. On pourrait développer encore. Ouais, trop bien. Je continue avec les ambassadeurs et on terminera par toi, Anne-Clémence, si tu veux bien. Par contre, si tu passes ambassadrice, tu passeras en premier.
la prochaine fois. D'accord. Il faut signer, il faut... Oui, alors pour moi, j'ai envie de répondre que on a beaucoup insisté, des dizaines d'années de suite, enfin ça, c'est mon ressenti, hein. Attention, ça passe par moi, hein, par mon ADN et ma perception des choses. On a beaucoup insisté dans le milieu évangélique en particulier, je crois, sur le fait de dire Dieu. Et voilà, c'est ça l'évangile, tu vas dire Dieu. Et moi, le fait de pouvoir être ambassadeur, j'ai tellement envie dans l'aujourd'hui et j'ai besoin de le recomprendre et de le dire aux autres. Il faut aussi aimer. Pas seulement dire Dieu, mais Dieu en action au travers de moi pour faire du bien. Et là, dans nos concerts d'évangélisation, de pouvoir, oui, où on veut continuer à le dire, on veut continuer à le montrer, on veut continuer à le dire qu'il existe, voilà, mais de pouvoir aussi dire, mais il n'y a pas seulement dire Dieu, mais écoutez, mes chers, vous qui êtes en face, il y a aussi le fait d'aimer. Et quand on devient porte-parole de ces plus faibles, des personnes en situation de vulnérabilité du fait de la si grande pauvreté, donc nous c'est surtout le parrainage d'enfants, c'est de pouvoir dire, et on peut aussi entrer en action et aimer en action. Et faire du bien de la part de Dieu. Et voilà, on vous parle de ces plus petits et vous pouvez leur venir en aide. Donc moi, ça me fait tellement du bien en tant que... Oui, il faut éviter ça. Attention, en tant que moi, de pouvoir aussi maintenant dire on peut entrer en action. Vous pouvez aussi entrer en action. Et Dieu, ce n'est pas juste quelqu'un qui veut que vous entendiez qu'il est là, mais il veut aussi être en action pour vous. Mais vous aussi, vous pouvez être en action pour d'autres. Aimer, quoi. Et aussi, Voilà, on est tellement gâtés. On est tellement gâtés que c'est la moindre des choses de reverser une partie, d'essayer de bénir aussi d'autres personnes. Donc dans le cadre du parrainage, moi c'est ce qui me motive aussi, en plus de ce que tu viens de dire, de toucher d'autres, hein, par notre dîme, entre guillemets, chacun définit sa dîme, hein, ce que ça veut dire, mais d'en prendre une partie pour bénir des personnes en difficulté ou dans des pays en voie de développement, c'est primordial pour moi. Voilà. C'est vrai que souvent on a des élans du cœur comme ça, mais on ne sait pas où les verser, dans quel organisme, comment faire pour que... Et je trouve que c'est vachement important d'avoir des organismes de confiance. Il y en a d'autres, bien sûr, mais qui sont en capacité d'être l'outil de la mise en œuvre de cet amour et cette solidarité. Le sel, oui. Ah, trop bien. Tout à fait. Anne-Clémence, donc tu te connectes vraiment à cette thématique et à cet organisme. Comment est-ce que, pourquoi, comment ça fait sens pour toi ou... Je découvre ce milieu. Je découvre pas le sel parce que ça fait très longtemps que je connais l'organisme et puis que j'aspirais à vraiment à connecter avec, mais c'est vrai que bon, je me suis concentrée sur d'autres choses et puis voilà, la vie fait que. Mais là, je pense que voilà, je découvre au travers des ambassadeurs l'importance de porter d'autres choses et des projets qui, voilà, moi c'est on en a déjà parlé une fois, ça vient raviver chez moi des rêves que j'ai depuis que je suis petite ou des idées que j'ai eues récemment pour transmettre, en tout cas pour aider concrètement et donc voilà, j'ai hâte de voir la suite, quoi. J'ai hâte de voir comment le Seigneur il va utiliser ça pour aider ceux qui ont besoin, quoi. Et du coup, peut-être pour finir, là votre regard est vraiment intéressant pour les gens qui nous regardent et qui veulent sûrement savoir ça. Le côté terrain, on a compris, c'est solide, c'est sérieux, on peut faire confiance. Mais il y a aussi le côté ici en France. Le sel, hein, donc des personnes qui travaillent au sel, Jean-Philippe t'en fais partie par exemple. Eh bien, est-ce que c'est important pour vous aussi de ces personnes-là, l'organisme il est sérieux, il est bâti depuis longtemps, mais est-ce que c'était important aussi de créer de la relation avec des gens qui font vivre le sel ici en France et qui sont un peu les représentants ici en France et qui font tourner la boutique, hein, j'ai tendance à dire ça parce qu'il y a beaucoup de boulot. Pour vous, c'était important comme ça de connecter. Qu'est-ce que vous diriez de ces gens? Comment est-ce que vous les décriviez, ces gens qui travaillent au sel? En tout cas, de ma petite expérience, c'est ça qui fait en fait qu'on a envie de s'investir en fait. C'est que quand on voit les gens qui sont investis à fond pour le sel, donc on se dit ah ouais, ok, bon, là, ouais.
c'est les gens qui reflètent le sérieux de tout l'organisme en fait, et qui nous donnent une image de on peut faire plus en fait ensemble, qui viennent nous chercher aussi, les artistes qui créent des ponts, c'est vous en fait qui faites ça. Donc pour moi je trouve c'est la façade motivante en fait pour nous. Ok, merci. Moi j'ai changé de vision en apprenant à connaître l'équipe aussi. C'est-à-dire qu'au début, j'ai l'impression, enfin voilà, c'est eux qui sont venus vers moi déjà, donc j'ai trouvé la confiance, enfin j'ai senti cette confiance, vers nous d'ailleurs. Trouvé cette confiance, ensuite ils nous ont fait confiance en nous envoyant en Afrique et en nous permettant de visiter ces endroits-là. Maintenant je vois un appui, c'est-à-dire que par exemple avec David Alonso, encore cette semaine, on avait un Zoom ensemble avec Aurélie aussi, et avec même des conseils pour nos vies, avec même un regard extérieur qui était fort. Hein, des encouragements forts, incroyables. Même un regard extérieur sur notre actualité. C'est-à-dire que c'est pas juste, on est là pour apporter nous de l'argent pour qu'un truc marche. Il y a une relation qui s'est créée, une amitié qui s'est créée, ouais. Et même, ça va même un peu plus loin que ça avec du conseil. Donc moi, franchement, c'est super. J'aime beaucoup ça. Et j'ai apprécié aussi de découvrir toutes les compétences au sein du CEL. C'est quand même des personnes qui pourraient faire carrière ailleurs, si elles voulaient. C'est vrai. Mais placer tout ce potentiel pour cette cause, ça, je trouve ça vraiment très fort. Ouais, magnifique. Ok. Et on peut terminer il est précieux ce regard que vous avez, parce que vous êtes indépendant du CEL, vous êtes des ambassadeurs, mais vous êtes complètement indépendant du CEL quand même, et vous côtoyez les personnes qui font vivre le CEL. Donc votre regard, je pense que c'est une vraie information pour les gens qui peut-être voudront choisir le CEL demain pour être un vecteur de leur solidarité. Donc ma question elle est vraiment pas c'est pas un truc de com quoi. C'est vraiment on veut savoir ce que vous ressentez, ce que vous vivez quoi. Nous on est amis aussi avec David Alonso depuis de nombreuses années. On travaille aussi avec Laura qui nous rejoint quand on s'occupe de la chorale de l'Institut biblique de Nogent, où le CEL est aussi présent avec nous. Il y a son logo et puis il nous encourage dans ce sens quoi. On a visité les locaux aussi il y a 1 an et demi. Où il y a une 50aine de personnes qui travaillent là et ça nous a vraiment boosté et puis impressionné de voir ces 50 personnes qui travaillent dans ces locaux en région parisienne. Oui, beaucoup de choses ont été déjà dites et je suis tout à fait d'accord avec chacun d'entre vous. Et moi, le mot que je vais juste ressortir et surligner, c'est bienveillance. La bienveillance que j'ai vraiment découverte je pense, dans chaque individu du CEL que j'ai rencontré, des équipes. Ouais. Et ce qui fait qu'on se sent bien aussi là maintenant, par exemple. On se sent accueillis avec ce qu'on est. Et je pense qu'il y a toujours cette réalité aussi de la bienveillance envers justement les plus vulnérables, les plus faibles. Et on sent que c'est pas du jeu, c'est de cœur. Donc c'est ça qui me marque. Ça, Jean-Philippe, ça colle avec ton équipe ? Ce qui est fou, c'est que moi, je suis depuis peu de temps au CEL. Je suis rentré en septembre 23. Et j'avais pas réalisé que le L de CEL était si important, c'est-à-dire liaison. Et en fait, moi, dans mon métier précédent, je croisais énormément d'organismes chrétiens et non chrétiens. Et je m'étais dit, disons que quand il y a eu un besoin au CEL et que moi, je cherchais du travail, directement, je me suis dit, j'ai tellement envie de travailler avec eux parce que j'avais accroché avec chacun d'eux. Comme tu le dis, Isa, cet amour, je me dis, mais c'est fou, ils ont des caractères différents, des compétences différentes, mais par contre, je vois un point commun et je me sentais en fraternité avec l'équipe. Et puis, après ce temps passé, je vous dis, c'est complètement faux. Non, je ressens ça très fort. Et pour moi, juste pour un petit mot personnel sur... moi, ça m'a coûté beaucoup de travailler au CEL dans la première année parce que je fais des trajets, j'habite en Franche-Comté et je travaille à Paris. Il n'y a pas beaucoup de travail pour lequel j'aurais fait ça, mais il y a une telle fraternité que ça m'a porté dans cette année qui n'était pas si évidente pour moi. Et puis, donc, il y a vraiment quelque chose de commun dans notre ressenti et j'en parle aussi en extérieur. Pourtant, je représente aussi le CEL sur ce plateau. Ouais, trop bien.
Merci beaucoup pour tous vos regards croisés, mais qui convergent beaucoup. Merci aussi pour tout ce que vous avez pu partager avec nous dans toutes ces émissions. On clôture la Rue du Sel 2024 en beauté avec toutes vos émissions et puis là ce moment partagé ensemble. Donc vraiment merci de tout cœur pour tout ce que vous avez apporté, partagé, ce livre ouvert un petit peu que vous nous avez offert sur vos ressentis, vos parcours, etc. Et on a été, je crois, super enrichis de vivre tout ça avec vous. Et puis je pense que vous tous qui nous avez regardés, apparemment, vous avez vécu ça comme un enrichissement et comme plein de petites pépites à aller chercher pour venir nourrir son propre parcours, quoi. Du coup, Jean-Phi, 2025, on remet le couvert, je pense. Oui, tout à fait, on espère, si tout va bien. Voilà, donc 1er janvier. Rendez-vous très vite, effectivement, pour un nouvel épisode de la Rue du Sel. Et puis, en attendant, on vous souhaite le meilleur, les belles fêtes, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à imaginer, c'était une précédente émission où une personne avait imaginé un cadeau solidaire plutôt que de s'offrir des cadeaux. Et c'était offert ensemble, c'était un couple qui avait décidé ensemble de s'offrir un parrainage d'enfants. Voilà, et j'avais trouvé ça très, très intelligent et que ça faisait très, très sens. Chérie, si tu entends cette émission, moi je vote pour. Allez, bref, en tout cas, merci à vous tous. Merci. Et à très vite, on vous embrasse. Bye. Ciao, ciao. Merci, bye.